retour sur ce plateau pour commenter, analyser les principales informations dont ont abordé les différents quotidiens que nous avons recueillis pour ce matin. Alors, pour en parler, j'ai sur ce plateau Roland Laurent Toneniques et Marc Goudjanou. Bienvenue à vous, chers collègues et confrères. Bonjour Carole, bonjour Laurent, bonjour à tous nos amis téléspectateurs et internautes. Carole, bonjour, Marc Goudjanou, bonjour, amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Dynamisme, info titre ce matin, limogeage du gouvernement de Seydou Adambi. La sanction prononcée par son parti venait peut-être de loin. C'est une exclamation. Je ne donnerai pas premièrement la parole à Roland Toneniques parce qu'il a déjà eu l'opportunité hier de se prononcer sur le sujet. Marc Goudjanou, quelle lecture en faites-vous? Bon, c'est vrai, en tenant compte de la manchette de Dynamisme Info, la sanction prononcée par son parti venait peut-être de loin. Donc, je pense que c'est une affirmation qui en dit long sur la situation parce que en réalité, lorsque l'on analyse la situation, on comprend bien que les deux grands ensembles, c'est-à-dire de la mouvance présidentielle, je veux parler du Bloc républicain et de l'UPR, sont des partis qui défendent les actions du gouvernement, ce sont des partis de la grande mouvance présidentielle et donc, comme chef de file et comme premier parrain, c'est le chef de l'État qui parraine en réalité ces deux partis. Donc, il a toujours ses mots à dire en ce qui concerne parfois la gestion qui se fait au sein de ces partis-là, bien que ces partis aient déjà en leur tête des présidents. Et donc, lorsqu'on a vu déjà la sanction qui est allée directement vers l'ancien ministre Adambi, on se posait la question de savoir en réalité quels étaient les agissements du ministre jusqu'à ce que l'on puisse arriver à cette sanction-là. Si la sanction est arrivée, c'est sûr que moi j'estime qu'à un moment donné, le ministre a déjà été peut-être averti une ou deux fois, d'accord, compte tenu de son activisme politique dans son fief. Et donc, à un moment donné, si les sorties qu'il faisait, les actions politiques qu'il menait ne portaient pas forcément le nom du parti, d'accord, et portait seulement uniquement et de façon individuelle son nom, je pense qu'à un moment donné, ça va commencer par poser problème parce que ça fait partie peut-être d'un certain nombre de règles qu'il faut respecter dans la hiérarchie du parti, dans l'ossature du parti, dans la mise en œuvre de toutes les politiques du parti. Et donc, lorsque vous êtes membre d'un parti politique et à un moment donné, vous arrivez à mener des actions qui portent votre nom de façon individuelle, à un moment donné, c'est vrai qu'on va commencer par se poser des questions. Est-ce que cela ne dénote pas d'une ambition personnelle qui ne rentre pas dans la dynamique du parti? Et donc, à un moment donné, la sanction a été émise par le bureau du parti. Et donc, je pense que même bien avant que cette sanction ne soit, en tout cas, validée par le bureau du parti, c'est sûr que ils en ont touché mot au chef de l'État, qui est en réalité le chef en maître de ces deux partis de la mouvance présidentielle. Et donc, si le chef de l'État, à un moment donné, a validé, puisque c'est son ministre également, et que ce ministre est membre du parti Bloc républicain, si le chef de l'État a validé cette sanction, ça veut dire qu'il y a mal donne au sein du parti. Et compte tenu des orientations et des divers engagements ou des divers, je dirais peut-être les diverses orientations que le chef de l'État donne pour les militants du parti ainsi qu'aux dirigeants du parti, si ce n'est pas suivi à un moment donné, je pense qu'il est légitime que le chef de l'État se fâche et dans sa colère... Légitime, vous voulez dire? Non, c'est légitime, pas illégitime. Hein. Je dis légitime. Oui, légitime. Vous avez il est légitime. Non, il est légitime. Il est légitime que le chef de l'État se fâche parce qu'il va se dire, c'est dans un esprit que les partis sont nés. Et vous savez, lorsque ces partis sont nés, il y a eu pas mal de critiques en ce qui concerne la réforme du système partisan, que certains trouvent déjà que ce n'est pas totalement ce qui est espéré en créant ces partis-là qui existent aujourd'hui. La preuve, c'est que même au sein de l'UPR également, il y a de ces clivages-là, il y a de ces mésententes, de ces différends qui font que
parfois, on n'arrive pas à tout extérioriser. Mais quand ça va atteindre un niveau comme celui du BR, par exemple, c'est que nous, en tant que citoyens, en tant qu'observateurs, on aurait eu la chance de pouvoir voir la main ferme des membres du bureau et également du chef de l'État, même si c'est des proches à lui. Et donc, on a vu par le passé, avec ce qui s'est passé avec le ministre Khomeki, où on a vu les ambitions politiques qu'il avait, on avait vu qui il voulait soutenir, et finalement, on a vu qu'il avait démissionné. Lui, il a fait très tôt de vite démissionner du gouvernement avant d'être limogé, puisque même lors de sa démission, certains parlaient même de limogeage. Exactement. Donc, aujourd'hui, vous avez vu là où il est malheureusement. Et donc, cela montre en réalité le vrai visage de tout ce qui se passe en réalité au sein de ces grands partis de la mouvance présidentielle. Ce qui pose le problème de la vraie gestion des hommes et du leadership. Parce que lorsque vous n'avez pas la bénédiction du chef, à un moment donné, que vous avez des ambitions politiques personnelles et que vous vous mettez sur le terrain, à un moment donné, et que le chef vous rappelle à l'ordre une ou deux fois et que vous n'obtempérez pas, vous aurez les sanctions de façon directe qui vont émaner non seulement de votre parti, mais qui vont s'étendre également à la gestion du poste qu'on vous confie en tant que ministre. Donc malheureusement, je pense que Adambi peut-être se serait déjà préparé à cela. Il s'y attendait peut-être d'un jour à l'autre, parce que même avant l'ascension du bureau, tel que je le disais, c'est sûr que il avait déjà eu quand même des informations, des avertissements, ou même au sein du bureau, par exemple, peut-être ils n'arrivaient pas à s'entendre, parce qu'il y a le président Abdoulaye Biotchane qui est là, il y a d'autres leaders du BR qui sont là, et peut-être lors de leur réunion, ils n'arrivaient pas à s'entendre, et peut-être ils se séparaient comme ça, et les informations sont relayés et sont reportés au chef de l'État à un moment donné. Et donc, le chef de l'État a dit, OK, comme il ne veut pas entendre, nul n'est intouchable dans ce gouvernement. Et cela lance un signal fort à tous les autres prétendants ou à tous ces acteurs politiques qui sont des leaders politiques, qui sont dans ces grands ensembles. Mais il y a certains autres ministres qui travaillent également sur le terrain. Oui, oui, c'est vrai. Il y a certains ministres qui travaillent sur le terrain, mais c'est ce que je dis. Lorsque vous allez travailler sur le terrain, est-ce que vous travaillez au nom de votre parti? Ont-ils la bénédiction du président de la République? Est-ce que la question qu'on doit se poser, est-ce que ceux-là travaillent au nom du parti ou bien ils travaillent en leur nom propre? Est-ce que dans leurs actions, ça fait partie des orientations du parti et que c'est le parti qui les envoie en mission, par exemple, à aller rencontrer quelques jeunes, à aller rencontrer des femmes. Et parfois, souvent, ils ne vont pas seuls. Ils vont souvent avec d'autres dirigeants du parti, avec d'autres leaders du parti. Alors, dans ce cas précis, par exemple, on ne pourra pas dire qu'ils sont en train de mêler des actions de façon solitaire. Mais dans le cas d'Adambi, est-ce le cas? Est-ce qu'il est arrivé à créer des cellules qui porte uniquement son nom? Il est arrivé à créer en tout cas un regroupement de jeunes ou bien de femmes qu'il rencontre Institut Personnel sans forcément les rencontrer dans le giron du parti, les blocs républicains. Et donc tout cela, ça va poser problème à un moment donné. Et donc moi je dis que lorsque vous êtes dans un parti comme ça et que vous voyez que vous ne pourrez pas suivre la dynamique de groupe, c'est mieux pour vous de vous écarter et de pouvoir faire chemin seul. Mais soyez sûr que vous serez prêt à également endosser tout ce qui va venir après. Roland Tonei-Ikes. Oui, je crois que quand on voit la dynamique de Samon Seydou Adambi, on se posait dire des questions, en tout cas pour les informations que j'avais, je me posais dire des questions. C'est vrai qu'il était prévu pour être le colistier d'un candidat. Malheureusement, les déboires politiques de ces derniers moments peut-être le mettaient seulement en l'air, mais il avait certainement des soutiens. Parce que, excusez, il a mené des actions ces derniers jours, ces dernières semaines hein, dans des localités du Bénin qui montraient clairement l'ambition de l'homme à être candidat en 2026. Alors, tient-il sa volonté ou son ambition d'un bailleur, d'un soutien politique hautement placé ou très loin placé? Posons-nous les vraies questions. Ce qu'il faut peut-être voir ici, analyser ici, c'est déjà la situation qu'il prévoit actuellement. Je l'ai rappelé hier, Adambi est de la 8e circonscription électorale. Il a été le seul député élu dans la 8e circonscription électorale, ce qui fait que son suppléant Charles Toko est à l'Assemblée nationale. Il est resté au gouvernement. Et plus intéressant, c'est qu'on a augmenté son grade à un moment donné. Il était ministre des Mines et de l'Eau.
Et après, le départ du ministre de l'Énergie, on lui a confié l'énergie également. Donc, c'est un super ministre qui s'en va. Mais je voudrais quand même rappeler aussi que dans tout le Bataclan, en tout cas toute l'équipe de Patrice Talon, il y a beaucoup de ministres qui s'en ont pris, en tout cas, qui ont attaqué Boni Yayi ou l'ancien régime qui tout le temps parle. Mais voilà un ministre qui, à aucun moment donné, vous n'allez le voir prendre la parole publiquement pour désavouer son ancien patron Boni Yayi. Il faut faire attention. Ça, c'est un fait. Deuxième fait, c'est qu'aujourd'hui, on dit qu'il est sanctionné. Et puis, dès le lendemain, il est sauté du gouvernement. C'est une humiliation qu'aucun homme politique ne peut accepter aussi facilement. Donc, quelle serait la prochaine destination de Samou? Je l'ai posé comme question hier. Vous m'avez dit peut-être l'UPR, mais moi, je pensais autre destination. Non. Je n'ai pas voulu en parler sur ce plateau. Pour le moment, mais est-ce que c'est encore l'heure de pouvoir déjà deviner la destination de l'homme? Pour le moment, c'est un sujet important. Parce que sa destination déterminera son avenir politique. L'UP Le Renouveau, est-ce que véritablement il ira là-bas, sachant très bien qu'il est renvoyé, bon, il est suspendu, il n'est pas encore renvoyé, il est suspendu. Mais oui, il est encore membre du parti, mais il est libre de démissionner aujourd'hui du parti. Voilà. Donc, compte tenu de ce qu'il représente aujourd'hui, c'est parce que c'est Boni Yayi qui est descendu dans la 8e qu'il a eu des problèmes avec Badamassi pour ne pas avoir assez d'élus. Sinon que c'est un jeune dynamique assez apprécié quand même dans la partie septentrionale. Tout à fait. Donc, moi, je pense aujourd'hui que sa suspension, est-ce que ça rend service à la mouvance? Si en réalité, il est docile, discipliné, assidu, il ne part pas. Mais s'il décide de partir, ça va être un problème pour eux parce que s'il décide de partir, il peut ne plus militer pour les formations politiques de la mouvance. Est-ce qu'il aura le courage de partir? Ah, mais pourquoi pas? Écoutez, s'il ne se reproche rien dans sa gestion en tant que ministre... Vous êtes sûr? Non, je dis... Je suis qu'en tant que ministre, pendant 8 ans, on ne peut rien se reprocher. On ne peut vraiment rien se reprocher. Non, on peut bien... Pour avoir géré autant de milliards pendant 8 ans. Non, justement, c'est en fait le mauvais constat ici en réalité dans notre pays. Il y a des gens qui ont été ministres, qui ont géré dans ce pays, qui sont partis. On ne peut rien leur reprocher jusqu'à aujourd'hui. Sous talon? Je dis, même sous talon, là, en réalité, si les gens s'aiment suffisamment, ils peuvent partir et Talon n'aura rien à leur reprocher. D'ailleurs, il y a des ministres qui sont partis. On a fouillé hier, audit une fois, 2 fois, 3 fois. Vous en savez quelque chose? Est-ce qu'on a réussi à leur mettre la main dessus? Est-ce qu'ils sont là actuellement? Non, mais ils ne sont pas là. C'est autre sujet. C'est autre sujet qui les a mis en difficulté. Sauf que dans leur gestion, on a fait audit sur audit et on n'a pas réussi à les coincer. D'accord? C'est autre sujet qui les met. Prouve qu'on n'est pas réussi à justement, c'est possible qu'on puisse trouver aussi quelque chose d'autre pour pouvoir le coincer. Moi, je le dis. Je sais que s'il décide de partir, on peut aussi trouver quelque chose d'autre. L'autre a démissionné. Même si sa gestion ne pose pas problème. L'un des ministres dont vous parlez a démissionné. D'accord? Et après, audit sur audit. Finalement, on n'a pas réussi à le coincer, c'est autre affaire qui l'a mené en difficulté. Donc, oui, justement, une autre affaire pourrait aussi mettre Adambi en difficulté. Non, c'est ce que je vous dis. On ne va pas surfer sur ça. Moi, j'estime que s'il ne se reproche rien, il peut affronter. D'accord. Très fort. Seulement que il doit savoir que... Vous avez l'habitude d'appeler le président Patrice Talon comment? Attendez. Sauf que rappelez-moi déjà ça. Sauf que si, par exemple, dans sa gestion, on ne lui reproche rien, il doit se préparer à toutes les éventualités. Ça, il faut qu'on soit unanime là-dessus. Voilà. Mais dans sa gestion, on ne peut rien lui reprocher. On peut rien lui reprocher. On va faire des audits, on peut rien lui reprocher. Mais seulement que là où il est là maintenant, s'il décide de partir de la mouvance présidentielle, il doit se préparer à toutes les éventualités. C'est ça. Et c'est malheureusement ça. Et ça en fait partie également. Donc, encore qu'aujourd'hui, parce que les gens font tout de penser qu'il reprendra son poste à l'Assemblée nationale, c'est impossible. Il ne peut pas. Parce qu'il est sanctionné dans le parti. Il est sous suspension. Suspendu de toutes les instances dirigeantes du parti. Ce n'est pas le cas avec Khéroumé. Khéroumé a été sauté. La deuxième ne nous a pas dit ce qu'on reproche à Khéroumé. Et Khéroumé s'est permis tout le show qu'il a fait là pour aller reprendre son poste à l'Assemblée nationale. Ce que Adambi ne peut pas faire aujourd'hui parce que dès lors qu'il va vouloir, c'est que c'est le parti même qui saisira l'Assemblée nationale et même la Cour constitutionnelle pour dire non, il est sous suspension. On ne saura confier un mandat législatif à quelqu'un qui est sous sanction. Donc il y a cet aspect-là. Mais j'estime qu'aujourd'hui, il doit pouvoir observer faire preuve de beaucoup de discipline d'ailleurs, beaucoup de maîtrise de soi parce qu'en réalité, vous savez, quand vous êtes face à la machine redoutable,
Voilà le nom. En réalité, vous devez faire très attention parce que même si on ne vous trouve pas quelque chose au point B, vous pouvez tomber dedans. Vous revenez naturellement Non. à ce que je disais, ou à ce qu'on disait. Non, vous parliez de sa gestion. Je disais, dans sa gestion, on ne peut rien lui Oui, mais vous parlez... Bon. Mais on peut trouver d'autres. C'est-à-dire qu'il doit se préparer à toutes les éventualités. Autre chose également, c'est toujours gestion. Non, pas gestion. Non, pas gestion. Quel aujourd'hui impact oui. ce bon, départ il faut dire que, bon, moi, honnêtement, c'est un ministre que j'apprécie bien. Mis ensemble avec tous les autres ministres du gouvernement, c'est l'un des ministres que j'apprécie très bien. Il n'est pas trop agité, il est posé, très calme. Et puis même avec ses collaborateurs, vous allez, quand vous regardez ses collaborateurs, c'est des gens qui ont les mêmes longueurs d'onde que lui. Tout à fait. Non, mais quand vous écoutez ses collaborateurs, en fait, tout le monde parle bien de lui. C'est ça. Oui, c'est pourquoi il dit qu'ils sont dans la même longueur d'onde. Ils sont dans la même longueur d'onde. Il a été longtemps généré avec beaucoup de journalistes également. Ah bon, vous m'informez. Non, vous m'informez. Moi, je n'en sais rien. Non, mais j'ai dit avec beaucoup de journalistes. Ok. Je n'ai pas dit vous. Hier, peut-être, je disais que je l'admire beaucoup, mais... Si Laurent en parle, sûrement qu'il fait partie des journalistes généreux de l'ancien ministre. Fais partie, mais j'ai apprécié les témoignages que certains journalistes ont fait de lui. De toute façon. Il faut le dire, c'est un monsieur qui en a dans la tête. C'est ce que moi, j'apprécie déjà chez lui. J'ai déjà fini avec... Il en a dans la tête, il a un bon type, il a un bon cadre. Carole, je disais tantôt que voilà un homme comme ça qui est pétri de talent, d'accord. Et politiquement parlant, ce n'est pas un animal à négliger, un animal politique à négliger dans la 8e circonscription. Aujourd'hui, je trouve même qu'il pèse plus que certains hommes politiques qui s'agitent aujourd'hui. Bien sûr, parce que en réalité, qu'est-ce qui reste dans la balance parfois? Lorsque vous êtes à un poste clé, d'accord, où vous êtes au contact du chef de l'État, vous êtes au contact, vous avez la gestion d'un certain nombre de portefeuilles ministériels, ça vous amène forcément à interagir avec les populations, d'accord, avec certains cadres de votre communauté. Et donc, le privilège que tout cela vous octroie vous amène parfois à être plus représentatif au sein de votre circonscription électorale. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde parfois. Il y a de ces ministres-là que vous ne verrez jamais dans leur circonscription électorale. Ils ont les moyens, ils ont tout ce qu'il faut, mais néanmoins, politiquement, ils ne sont pas du tout comme Adam. Voilà. Et qui ont échoué lamentablement aux élections législatives. Qui ont échoué effectivement aux élections législatives. Donc, mais quand vous prenez quelqu'un comme Adambi, vous savez, si vous le prenez sur le plan technique, compte tenu de son portefeuille, il travaille bien. Vous le prenez politiquement, il agit bien. Et lorsque vous entendez les témoignages que les uns et les autres font de lui, c'est ça, les témoignages que les uns et les autres font de lui, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est bon, qui a de la valeur ajoutée pour la société béninoise. Alors, dès que cette situation survient, en réalité, qui sera le perdant dans toute cette histoire? Moi, je pense que la mouvance présidentielle est grande perdante. Je pense bien que, pour le moment, le BR même qui, aujourd'hui, est en train de sanctionner Adambi, est le grand perdant dans cette histoire. Parce que vous avez les hommes qui ont cette qualité, que lui, sont très rares dans le parti. Très rares, je vous le dis. Pour ne pas nommer certains, même qui sont même à la tête de ces grands ensembles, mais qui ne valent pas Adambi, honnêtement parlant. Soyons sérieux. Attention. Et donc, à un moment donné... Vous minimisez notre président? Non, je ne minimise personne, mais je dis ce qui est. Je ne peux pas être d'accord avec vous. Je dis ce qui est. Donc, en réalité, quand vous perdez quelqu'un du genre, c'est qu'il faut forcément s'asseoir pour pouvoir faire une analyse, d'accord, pour voir en réalité voir les pour et les contre. Est-ce qu'en le laissant partir, quelles seront les séquelles au niveau de notre électorat? Et s'il partait, quelles seront ces séquelles? Voilà. Bon, en réalité, c'est que s'il partait, ça dépend de vers quel camp il va. S'il partait et qu'il se retrouve également toujours dans la grande mouvance présidentielle. Dans l'opposition. C'est une question que vous posez. C'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est possible. Oui, aujourd'hui, c'est possible. Mais moi, je dis c'est une option qui serait très dangereuse et c'est une option qui ne serait pas envisageable, je pense bien. Parce que s'il devait même quitter et doit se retrouver dans l'opposition, ce serait alors un travail de façon fictive qu'il fera. Je parle de façon fictive parce que s'il doit s'afficher et être un grand militant de l'opposition, alors qu'il a travaillé avec le chef de l'État, pendant 8 ans, il est resté dans le secret des... Il est venu après 2021. Oui, il est resté dans le secret des dieux. D'accord? Il est resté dans le secret des dieux et il quitte là et se retrouve de l'autre camp. Je pense qu'aucun
acteur politique, d'accord, de la grande mouvance présidentielle, y compris même le chef de l'État, ne va jamais digérer cela. Et donc, pour lui, je ne penserais pas que ce serait la meilleure option pour lui. Si c'est qu'il doit quitter pour rejoindre l'opposition, vaut mieux qu'il laisse la politique alors carrément et qu'il redevienne un citoyen lambda, mis à part. Ça, c'est mon opinion, monsieur Laurent. Non, je ne comprends pas voilà, votre opinion. Donc, je dis, donc, il peut laisser devenir citoyen lambda, comme tout le monde, et vaquer à ses occupations qu'il avait l'habitude, mais s'il devait revenir et travailler dans la mouvance présidentielle, peut-être rejoindre, même s'il ne rejoint pas l'UP, parce qu'il va falloir que, puisque les deux ont un accord de partenariat entre eux, donc il va falloir voir si, est-ce que l'UP va pouvoir accepter le prendre. Ce ne serait pas très évident. Donc c'est que l'on puisse enlever sa sanction pour qu'il devienne encore un acteur plus actif au sein du bloc républicain, mais dire qu'il doit quitter l'un de ces grands ensembles et se retrouver dans l'opposition, ça serait très préjudiciable. Ce serait peut-être une manœuvre de dernière minute, d'accord, lorsqu'on serait peut-être proche des échéances électorales où il aurait fait, en tout cas, il n'aurait plus existé, il n'aurait plus s'afficher politiquement parlant, et il va rester dans l'ombre, et que peut-être vers les dernières minutes, il va sortir pour donner son appartenance à telle partie de l'opposition pour pouvoir mieux s'affirmer politiquement. Mais ça reste une option que je trouve très difficile à prendre pour l'homme. Roland Tonoïke, j'ai bien envie de dire que c'est la mouvance qui perd quand même, malgré toutes les figures qu'on pourrait avoir. Je voudrais dire que Samou Seydou Adambi peut rester dans la mouvance, mais sans vraiment travailler pour la mouvance. C'est aussi un cas de figure. En fait, la mouvance ne paie pas encore pour le moment. Parce qu'à aucun moment, il n'a dit qu'il parle de la mouvance présidentielle. Justement, on projette sur l'avenir. Le problème, c'est que aujourd'hui, je suis parti d'un constat, en fait, pour dire, dans le gouvernement de Patrice Talon, Adambi fait partie des ministres ou des cadres qui, publiquement n'a jamais défié, ou en tout cas, pris le risque de s'attaquer à l'ancien président Boni Yayi ou des éléments de la mouvance présidentielle. Donc, c'est un fait. Alors, s'il va dans l'opposition, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisageable? C'est un citoyen, il est libre d'aller là où il veut. Et c'est pour ça que je disais, si vous prenez comment est-ce que la politique se fonctionne sous nos cieux, en réalité, en dehors du service à la nation de Adambi aux côtés de Patrice Talon, qu'est-ce que les opposants peuvent lui reprocher? Il y a des gens qui ont critiqué vêtement l'opposition, et que l'opposition n'acceptera jamais en leur sein. Mais voilà un cadre qui... L'argument, c'est qu'il allait servir. Mais jamais il s'est attaqué à nous. Jamais il nous a désavoué publiquement. Donc, s'il vient, ce serait peut-être un coup de grâce pour ces personnes-là. Ils vont dire, mais écoutez, si déjà... Un bon élément. Et j'ai toujours dit tout à l'heure qu'il a été le seul élu dans la 8e. Donc, il a quelque chose à ajouter, que ce soit à l'opposition ou à la mouvance. Donc, s'il va dans l'opposition, ce ne serait pas une surprise, ça ne devrait pas aussi faire polémique pour autant, parce que c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il démissionne. On lui reprocherait peut-être d'avoir servi Patrice Talon pendant des années et que maintenant vouloir partir. Donc, ce serait peut-être pas extraordinaire s'il le faisait. Mais l'idéal aurait été qu'il aille peut-être au sein de l'UP Le Renouveau. Et donc, pour dire que quand Mac dit, en réalité, c'est pas évident. En fait, il faut se rappeler que Abimbola a été sanctionné au BR. Il est allé à l'UP, il a été accepté à bras ouverts. Donc, je crois que... Et vous allez voir, le même cas était avec Karim Salimane, qui a quitté l'UP, qui est allé au BR, qui a été accepté. Mais pas dans les mêmes circonstances. Oui, mais dans les mêmes circonstances, pas dans les mêmes cas le cas Abimbola, par exemple, il a été sanctionné au BR. Oui, bien sûr. Il a été sous sanction. Mais il est allé là-bas, il a été accepté. Donc, ce n'est pas la sanction qui va empêcher l'UP d'accepter un certain Adambi. À ce moment, Abimbola n'avait pas été limogé. Oui, non, ce que je dis... C'est pourquoi il dit que ce n'est pas les mêmes circonstances. Oui, non. Mais justement, puisque vous êtes désavoué à un moment donné. Oui, il n'aurait pas envie de travailler avec la mouvance. Maintenant là où je suis d'accord avec vous, c'est que il peut être aujourd'hui maintenant dans la mouvance et ne pas mouiller le maillot. Et c'est pour ça que je disais que c'est un risque. Dans ce cas de figure, la mouvance perd, qu'on le veuille ou pas. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un risque pour la mouvance. Donc il va falloir au plus vite régler le problème. Ce qu'on reproche à Adambi, discuter avec lui, et puis peut-être trouver les moyens de calmer, de le rassurer. Autrement, il peut bien être militant sans jamais mouiller le maillot. Et ça va être assez préjudiciable pour sa fonction politique. Et il ne s'agit pas seulement, je voudrais rejaillir dessus, parce qu'il faut dire qu'il ne s'agit pas seulement de la personne d'Adambi seul. Puisque Adambi
il a des cadres qui travaillent avec lui. Il a des gens qui aujourd'hui sont militants BR ou peut-être à cause d'Adambi et qui mouillent le maillot assez à cause d'Adambi. Et lorsque Adambi reçoit un coup comme ça, je me demande la répercussion que ça aura sur ces militants-là, que ça aura sur ces cadres qui travaillent avec lui et qui sont également de vrais acteurs politiques dans leur milieu différent. Et donc, ça remet en cause alors la question de pouvoir savoir quelle autre orientation on pourrait donner à cette affaire pour pouvoir quand même essayer de régler le problème à l'interne pour que quand même Adambi puisse toujours continuer à être actif politiquement. Peut-être que d'ici là, peut-être le chef de l'État, en l'écoutant également et en échangeant avec lui, en échangeant peut-être avec d'autres cadres, aurait pu mieux comprendre. Parce que l'autre chose également dans cette affaire, c'est que parfois je me dis, est-ce que les informations qui sont toujours rapportées au chef de l'État sont vraiment des informations très fiables ou bien des informations qui sont orientées compte tenu de la guerre de leadership qui se pose au sein de ces grands ensembles-là. Parce que s'il y a des guerres de leadership, par exemple, ces guerres de leadership font que parfois certains leaders au sein du BR peuvent s'entendre, d'accord, pour aller faire écouter au chef de l'État ce que le chef de l'État veut entendre, alors qu'il n'est pas forcément avec la réalité, avec les vraies convictions, par exemple, du ministre en question. Et donc, cette guerre de leadership fait en sorte que parfois, puisque le chef de l'État n'a pas les oreilles partout et ne peut pas être partout à la fois, et donc, il s'appuie seulement que sur certains leaders qui lui rapportent un certain nombre d'informations, mis à part son service de renseignement. Et donc, ça se peut que ces leaders, compte tenu du fait qu'il y a déjà des guerres de leadership, que ce soit au sein du BR, que ce soit au sein de l'UPR, il y a cette guerre de leadership-là. Et donc, à un moment donné, s'ils voient que Adambi est un animal politique très dérangeant, qui dérange leurs ambitions et qui s'affirme beaucoup plus qu'eux-mêmes, je pense qu'entre eux, ils peuvent s'entendre pour dire, OK, essayons de trouver le mécanisme qu'il faut pour pouvoir le libérer. Et donc, à un moment donné, si le chef de l'État, à un moment donné, arrive à encore fouiller en profondeur, en approfondissant les enquêtes, même au-delà de ces leaders qui sont du parti, et va même à la source même de ce militant-là, c'est-à-dire dans la 8e également, et également en écoutant d'autres leaders politiques, peut-être le chef de l'État peut revenir, peut voir en réalité que, OK, c'était une erreur que j'ai fait de pouvoir le lâcher comme ça, mais néanmoins, comme c'est lui toujours le chef de famille, il peut toujours dire, même entre frères et sœurs, je donne juste un exemple, dans la famille, il y a un enfant qui fait quelque chose de mal alors que les autres enfants ne sont contre lui. Ils disent que c'est lui toujours le choyé de papa, c'est lui toujours le choyé de maman. À un moment donné, entendons-nous pour le livrer parce qu'il a eu à commettre un acte qui n'est pas forcément dans l'esprit de l'acte qu'il a posé. Et dès que le papa sanctionne, le papa dit, OK, mais en réalité, il n'est pas comme ça, il faut que j'essaie encore de voir. Et en observant, il se rend compte en réalité que ce n'est pas forcément dans cet esprit-là que l'enfant a agi. Et donc, il peut le rappeler pour lui dire, OK, c'est vrai que j'ai eu à faire cette erreur parce que les gens m'ont rapporté ci et ça. Et donc, pour le moment, je veux que tu travailles encore avec moi. Néanmoins, on va trouver le mécanisme qu'il faut quand même pour pouvoir mieux te repositionner pour que ça aille de l'avant. Et en politique, tout est toujours possible. Tous les coups sont permis, comme on le dit. Je crois qu'il faut, dans le cas d'espèce, on ne va pas dire que des gens ont rapporté au chef de l'État. Le constat est là. Adambi a pris des initiatives personnelles sur le terrain. Et ça, moi je l'ai dit annoncé, vous vous rappelez sur le plateau, pour dire qu'il fait des choses sur le terrain, des rencontres, création de base. Mais ce n'est pas seulement Adambi. Attendez, le chef est ces derniers temps. Ce n'est pas seulement Adambi. Pourquoi d'autres sont autorisés à faire, à mener des actions sur le terrain pendant que d'autres non? Si vous n'êtes pas dans la dynamique du chef de l'État, vous payez cash. C'est ce que vous devez comprendre. Quand vous n'êtes pas dans la dynamique de Patrice Talon aujourd'hui... Attendez, c'est quoi? On prend les exemples d'Atropo, par exemple. Justement, il fait des actions. Il y a le ministre des Finances aussi qui fait des actions. J'ai dit, si vous n'êtes pas dans la dynamique du chef, si le chef ne vous donne pas sa bénédiction, je vous en prie, vous allez payer cash. Si le chef ne vous donne pas sa bénédiction, vous payez cash. C'est très simple à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez dit, mais écoutez, d'ailleurs même si vous prenez le cas d'Atropo, Atropo fait des initiatives qui ont tendance à penser que... Pas qui ont tendance, il ne le fait pas au nom de l'UPR. Attendez, il le fait personnellement au nom de sa fondation. Voilà, exactement. Il s'est caché derrière une fondation pour faire ce qu'il fait. Mais c'est en son nom. La fondation porte mon nom. Et il n'a pas... C'est en son nom, peu importe, même si c'est la fondation. Permettez-moi de finir. Il fait des initiatives sur le terrain au nom de sa fondation. Il offre des choses, il mobilise des partenaires. Dans le cas d'Adambi,
aller questionner les gens de plus près. Il a organisé il a fait des initiatives, organisé des activités en son nom, et même il a tenu des discours sur des terrains politiques que je ne vais pas relayer sur ce plateau. Et ça, quand c'est comme ça que vous n'êtes pas dans la dynamique de Patrice Talon, qui en réalité ne vous a pas donné sa bénédiction, vous payez cash, ça veut dire que quoi? Il y a des gens, et en politique c'est ça, il y a les uns, il y a les autres. Souffrez que c'est ça comme ça. Et souffrez que dans... Et vous avez fait allusion à quelque chose de très capital. La guerre de leadership. Sachant très bien que Adambi avait commencé ses actions depuis, c'est pas en 2025, hein, c'est pas en 2024, et qu'il était annoncé pour être colistier de quelqu'un que je ne vais pas citer, souffrez que, compte tenu de la situation qu'il prévoit actuellement, qu'il paye. Et ce n'est pas lui, ce n'est pas encore fini. Attendez-vous à voir dans les prochains jours d'autres ministres sauter, être remplacés par d'autres personnes. Justement, un autre journal en parlait. D'autres ministres vont partir, proches de certains acteurs politiques par le passé, vont finir par partir également et seront remplacés. Si en réalité, si ces personnes-là ne se disciplinent pas et ne se ressaisissent pas au plus vite. Donc c'est une question de discipline en réalité. Moi, je ne dis pas forcément c'est une question de discipline. Parce qu'en réalité, lorsque vous prenez la plupart de ces ministres aujourd'hui qui sont en train de partir, on dit que ce n'est pas encore fini. Il y a d'autres ministres qui partiront. Ça, c'est très sûr. Mais cela dénote en réalité, lorsque vous êtes en fin de mandat, ça fait partie de tout le renouvellement, de toutes les crises qu'il peut avoir au sein même de ces grands ensembles que vous formez en réalité. Parce qu'on constate en réalité que même le chef de l'État qui, on dit aujourd'hui, il ne donne pas sa bénédiction, Mais pourquoi ne pas ouvrir le débat au sein de ces grands ensembles pour pouvoir dire qui sont ceux qui ont ces ambitions-là? Aujourd'hui, maintenant, je veux éliminer tel. Je veux encore refaire les choses pour que l'on puisse savoir qui sont ceux qui nourrissent des ambitions. Si on doit leur faire taire leurs ambitions, on fait taire leurs ambitions au profit d'autres que les deux grands ensembles peut-être, ou bien que l'un des grands ensembles estime nécessaire pour pouvoir aller défendre, par exemple, le pouvoir. Alors, lorsque le chef de l'État, même en lui-même, n'arrive pas à mettre quatre sur table, n'arrive pas à déclarer le jeu assez limpide et clair, avec tous les acteurs politiques qui constituent ces blocs, je pense que c'est lui-même en réalité qui est même le vrai acteur au niveau des problèmes qui se posent au sein de ces grands ensembles. Caroline, ce que vous devez comprendre, c'est que quoi? Dans le cas d'espèce actuellement, ce qui se passe là, doit nous faire réfléchir en réalité. Les partis ont annoncé qu'il y aura des primaires en leur sein. Donc s'il devait y avoir primaires en leur sein, en réalité, tous ceux qui ont des ambitions les laissent d'abord et après ils viendront se mesurer devant un jury. D'accord? Mais le problème qui se pose là maintenant montre clairement que si au fur et à mesure on élimine les gens, en tout cas politiquement on les élimine comme ça, ça doit vous faire réfléchir pour dire qu'est-ce qui se prépare. Au fond, véritablement, est-ce que c'est les ambitions des militants, membres de ce parti politique, qui va primer, ou bien c'est la volonté du chef qui viendra choisir les candidats au sein des fonctions politiques? Mais tout le monde sait que c'est la volonté du chef. Donc, tout le monde sait que c'est la volonté du chef. Parce que ça dénote déjà, ce qui se passe dénote déjà que c'est la volonté du chef qui prime. Donc comprenez clairement alors que ce que je dis tout à l'heure, c'est que quand vous n'avez pas la bénédiction du chef et que vous prenez des initiatives, il peut taper fort. Exactement. Ce qui fait qu'en chutant tout à l'heure, j'ai dit que tout ce qui s'observe aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui est à la base. Bon, oui, en réalité, c'est ça. Parce que en réalité, j'imagine que vous allez dans le même sens ce matin. Livre qui titre ce matin « La fin de règne s'annonce tumultueuse, trahison, limogeage, poursuites judiciaires seront de mise. » Oui, j'ai dit tout à l'heure quoi. Si on fouille sa gestion, qu'on ne trouve rien, c'est que quelque part, il doit pouvoir se préparer à toutes les éventualités. Et le chef aujourd'hui, je reviens sur la question du chef en réalité, si vous n'avez pas sa bénédiction. Je dis aux gens, et notamment les opposants ou d'autres acteurs politiques qui ont envie d'avoir des candidatures, de se préparer à toutes les éventualités. Parce que j'ai regardé très bien ce qui s'est passé hier. Le chef limoge Adambi, qui est de la 8e. Il va choisir son remplaçant comme Paulin Akpona, qui est des collines. Et sachant très bien que cette région était une région marquée par les violences en 2019 et 2021. Et entre Paulin Akpona et André Okunola, qui est aujourd'hui ambassadeur, le courant ne passait pas pour autant. Ils sont de la même commune. Et pourtant, et son suppléant Ogunwale, aujourd'hui, entre lui et Akpona, ça ne passe pas pour autant. Mais le chef en arrive à nommer l'autre ministre dans la même journée et le second ministre conseiller en même temps. Du même secteur. Du même secteur. Ouais. Ça veut dire que quoi? Il est contraint à parler et il est contraint à préparer le terrain pour calmer les tensions. Et après, vous voyez un peu. Donc pour dire que
il y a quelque chose qui se prépare. On ne va pas peut-être, si déjà on ne veut pas donner la liberté aux membres des partis de donner déjà leur ambition pour qu'après on fasse des primaires pour choisir et qu'on fait tout ce schéma-là, ça demande qu'en réalité il y a quelque chose qui se prépare. Parce que écoutez, moi je le dis, hein, le chef dans la même période maintenant là, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être un troisième mandat? Non, je ne parle pas de ça. Le chef a rencontré les Peuls, une poche de résistance. Ouais. Il les a rencontrés. Je suis d'accord. Et au lendemain de cette rencontre, il est allé voir les militaires, déjeuner avec eux. Tout à fait. Et des engagements ont été pris de part et d'autre. Dans la foulée, il sort, il fait son bain de foule. Il se fait du sport, comme on le dit politiquement. Et puis après, voilà des gens de la même région qu'on nomme, qui sont contraints à parler ensemble. Et connaissant Paulin qui, par le passé, avait rencontré régulièrement les chasseurs de Savaie, avec les jeunes de Savaie, pour calmer les tensions en 2021, vous allez voir que les gens ont fait tout fait de casser sa voiture, mais ils ont brûlé la maison au Kounola, mais lui, il était épargné. Donc, c'est un acteur clé que le chef ramène maintenant dans l'appareil d'État, qui, avec Omar Ogoualé, pour les mettre ensemble maintenant, pour calmer les jeunes, parce que c'est rien que des jeunes, hein, c'est un jeune. Oui. Donc, vous voyez un peu, ça veut dire que nous devons faire très attention. Il y a quelque chose qui se prépare et attendons de voir les prochains jours. Marc Ogoutalou. Oui, attendons de voir. Je pense qu'on a déjà dit, c'est le chef de l'État qui a la baguette magique et donc il en fera ce qu'il veut. Et on est là pour observer. Peut-être qu'il vous choisira comme candidat. Je suis apolitique, malheureusement. Non, vous allez militer. J'ai jamais été militant d'un parti politique. Abordé sur ce plateau, Kémy Séba s'annonce pour la présidentielle au Bénin. Quelle option à la rupture pour contrecarrer le panafricanisme? Quelle option? Bon, je pense que c'est un citoyen béninois et il a le droit de vouloir être candidat s'il remplit les conditions. Et je pense que dans son discours, il a déjà dit qu'il a 3 options. Et donc déjà, il prépare même ses adversaires ou ses futurs adversaires à comprendre déjà le plan qu'il a et le plan qu'il veut dérouler. Et je pense que 3 options. Oui, il a dit les 3 options, parce qu'il a dit soit il part avec les démocrates, soit on fait la révision du code électoral pour permettre à tout le monde de se représenter. Ce qui n'est pas évident. Voilà, de se présenter. Et donc, la dernière option, c'est l'option que tout le monde, tout Béninois ne souhaite pas, bien que ça soit une option pacifique, tel qu'il l'a dit. Et donc, je pense que vous avez posé la question de savoir quelle sera la conséquence pour la rupture. Bon, je pense que... Quelle stratégie pour la rupture pour contrecarrer? Pour contrecarrer l'homme. Pour contrecarrer l'homme, je pense que ce serait... quelle stratégie ils auront, mis à part les réseaux sociaux, puisque c'est un homme de réseaux sociaux. Et donc, je pense que vous avez constaté même que depuis qu'il a lancé son message, les attaques ont commencé par venir de toutes parts, surtout de ces agitateurs des réseaux sociaux du pouvoir, qui ont commencé déjà par l'attaquer sur tous les fronts. Et donc cela dénote également. Exactement. Donc, cela dénote également de cette méfiance, de cette volonté à ne pas le voir venir se représenter en tant que candidat à l'élection présidentielle. Et donc, lui-même sait, en tant qu'averti, il sait déjà que ça ne sera pas tâche facile pour lui si vraiment il décide de le faire. Mais est-ce que le président a quelque chose à craindre avec Kémy Séba? Non, pas bon. Normalement, pas du tout. Du moment où... C'est vrai que ses opinions, à un moment donné, heurtent la sensibilité, pas seulement du chef de l'État béninois, mais de plusieurs chefs d'État africains, compte tenu de ses arguments, d'accord, de ce qu'il défend en tant que panafricaniste, qui défend en réalité la cause des Noirs en général, des Africains en général, compte tenu de leur alliance avec les puissances étrangères, ce qu'ils n'aiment pas du tout. Alors que, regardez, lorsque vous prenez notre environnement, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, où même au niveau de la CEDEAO, il n'y a plus d'entente, où il y a l'AES qui est formé de l'autre côté, alors que Kémy Séba est l'un des conseillers de l'AES. Donc, vous imaginez les retombées. Alors que déjà que le Bénin ne s'entend pas forcément avec l'AES, puisque si le Bénin ne s'entend pas avec le Niger, je ne pense pas que c'est avec le Burkina ou le Mali qu'il ira s'entendre. Et donc, du coup, le Bénin a déjà un problème avec les pays de l'AES. Et donc, Kémy Séba, en tant que conseiller de l'AES, on le voit déjà directement en tant qu'opposant au régime qui est en place. Et donc, le chef de l'État ne va jamais le voir d'un bon œil. Il sait que ce serait forcément un animal politique à combattre également s'il doit proposer un dauphin pour pouvoir rivaliser avec lui pour les échéances prochaines.
Roland Tonei-Ikes, est-ce que Kemi Seba, le président de la République aujourd'hui, a quelque chose à craindre avec l'annonce de la candidature de Kemi Seba? Je voudrais quand même partir de quelque chose d'abord. Vous savez, on a tout fait de désavouer publiquement Kemi Seba, de dire tout le mal qu'on pense de Kemi Seba. Mais je voulais juste quand même rappeler quelque chose. Ce que Kemi Seba dit au fond, est-ce qu'il dit des choses qui n'existent pas? Il dit les Béninois, au Bénin, des gens de difficultés. Nous avons tous dénoncé le fait que oui, nous souffrons, il y a des difficultés dans le pays. Il dit la France-Afrique, il faut mettre fin à ça. Beaucoup d'intellectuels en Afrique... Est-ce que ce n'est pas pour l'intérêt de l'Afrique? Le problème, c'est que c'est la forme qu'utilise Kemi Seba. Si on enlève... problème. Oui, s'il revoit la forme, en réalité, c'est ce que tout bon Africain dénonçait depuis qu'il dénonce. Alors, quand on finit de dire ça, aujourd'hui, est-ce que le chef d'État a quelque chose à craindre? Oui, et bien évidemment. Attention, quand vous regardez la position tranchée de Kemi Seba, en réalité, Patrice Talon ne jouerait jamais à avoir un Kemi Seba son successeur. Parce qu'avoir un Kemi Seba comme successeur, c'est pas facile à gérer ça. Il vous ramènera répondre de tout ce qui s'est passé sous votre mandat. Et aucun chef d'État, aucun humain ne peut facilement accepter ça. Boni Yayi, quand bien même il a accepté ça, lui-même, fort malheureusement, en tout cas, c'est arrivé avec lui. Mais il sait très bien qu'aujourd'hui, parfois, il y a des sujets sur lesquels il ne peut pas se hasarder, parfois. Et d'ailleurs, même vous voyez qu'à chaque fois, on reçoit des dossiers, sans pouvoir le nommer personnellement, mais on nomme ses collaborateurs, et cela suppose que si les collaborateurs sont touchés, ils seront obligés d'appeler, peut-être d'appeler son nom. Donc, la rupture travaillera à éviter le cas de figure Kemi Seba. Ça, là, soyez en sûrs. Et Kemi Seba est très ingénieux. Je dis pourquoi? Parce qu'il a dit un certain nombre de choses du côté du Niger. Il a attaqué le régime de Patrice Talon. Les gens ont dit que s'il venait, il sera poursuivi. Et sachant très bien que Roundéon, dans les faits, dans les déclarations, il a dit clairement que Roundéon est proche de lui, Roundéon est en prison. Sachant très bien que s'il rentre au Bénin, à tout moment on peut l'interpeller. Il déclare sa candidature depuis là-bas. Il vient au Bénin aujourd'hui, vous l'arrêtez, c'est que vous arrêtez un candidat aux élections présidentielles 2026. Vous n'attaquez plus un simple citoyen. En réalité, le monsieur est très ingénieux. Il sait bien ce qu'il prépare. Il a un timing qu'il prépare. Il fait les choses au moment précis. Donc, il vient au Bénin aujourd'hui. Vous l'arrêtez automatiquement. On dira au plan mondial qu'on a arrêté un candidat déclaré pour la présidentielle 2026 et que c'est parce que il dérange. Donc, cela montre que le régime du Parti Talon aussi doit faire très attention avec Kemi Seba. En réalité, pour ne pas tomber dans certains pièges de Kemi Seba, parce que quand Kemi Seba fait des menaces parfois, peut-être qu'on dit comment vous appelez, un aveugle vous menace de vous lancer une pierre, rassurez-vous qu'il a... Pierre déjà dans sa main. Non, il y a un pied sur la pierre. Sur la pierre. Donc, cela suppose qu'il faut faire attention pour ne pas tomber dans le piège de Kemi Seba. Vouloir à tout prix lui créer des ennuis comme on en a l'habitude depuis des années dans notre pays, il faut faire attention, ce n'est pas avec tout le monde qu'il faut se hasarder. Seulement que, moi je dis qu'il faut que Kemi Seba revoie la forme de son discours. S'il revoit la forme de son discours, si les démocrates décident de le porter comme candidat, ils sont libres parce qu'il est citoyen béninois. En tout cas, juste après le contraire, on n'a jamais réussi à dire qu'il n'est pas béninois. D'accord. Donc, personne n'a réussi à dire que Kemi Seba n'est pas béninois. Au contraire, il a déchiré déjà l'autre nationalité qu'on le connaît. Donc, dans les faits. Voilà. Bon, donc au fond aujourd'hui, s'il vient au Bénin et qu'il a d'ailleurs même qu'il a une maison au Bénin, il vient au Bénin par moment. Donc en réalité, on ne peut pas l'empêcher d'être candidat. Si une formation politique décide de le porter, je crois que on doit travailler à ce que, et c'est ce qu'il dit, si le code électoral est révisé, tout le monde pouvait avoir chance égale, ce qui n'est pas évident. Maintenant, il vaut mieux peut-être... Au point où nous en sommes au Bénin, ce n'est pas envisageable. Bon, évidemment, il va falloir peut-être espérer, attendre de voir si éventuellement les démocrates, compte tenu d'un certain nombre de faits, seront obligés de se rallier avec lui pour le porter. Mais pensez-vous que c'est possible? Est-ce qu'il sera le bienvenu dans le parti politique de l'opposition? Non. Est-ce que moi, je ne suis pas du parti des démocrates pour savoir s'il sera le bienvenu. Je constate que c'est un citoyen qui a des ambitions, qui tend la main à une formation politique. Il revient au responsable de cette formation politique de décider. Maintenant, s'il décide, est-ce que ça va être... Et aujourd'hui, les intérêts, les enjeux, est-ce que... Non, quand vous parlez d'intérêt, vous parlez d'enjeux. C'est vrai que Boni Yayi a pris le risque d'amener Zinsou en 2016. Justement. Il a payé cash. Justement. Maintenant, est-ce que Kemi Seba et Zinsou, c'est la même chose? Parce que Zinsou était pratiquement un envoyé de la France. Le contraire ici, c'est que Kemi Seba est quelqu'un qui veut mettre fin à la relation avec la France.
Donc, ce n'est pas le même schéma. Et dans le discours, en 2016, quand les gens critiquaient Zinsou, les gens disaient régulièrement que Zinsou, c'est la France et qu'on serait encore sous le colon, sous le les colonisateurs, ceux qui nous ont maltraités, tout ça là. Mais ici, nous avons quelqu'un qui a un discours différent. Et je voulais peut-être renvoyer à l'histoire des rois d'Abomey. Et vous allez voir ce qui se passe de Boni Yahya aujourd'hui, ce qui va se passer pour la suite. Merci Roland Toneikes, merci Marc Goudjano.